Bienvenue, j'espère que vous vous sentez bien et que si vous vous sentez mal, à minima vous avez conscience que ça ne va pas durer. Ouais, ça fait pas un super truc auquel se raccrocher, mais c'est quand même bien d'avoir conscience que après les périodes où ça va pas du tout, il y a des périodes où ça va mieux. C'est le sujet du jour. Alors c'est pas vraiment de ça dont je vais parler, je vais pas vous expliquer que prenez votre mal en patience si vous n'allez pas bien et qu'ensuite ça ira mieux. Vous le savez déjà. Mais par contre, je vais vous donner 2 remèdes, vous partager 2 remèdes qui aident à faire que les périodes où ça ne va pas bien deviennent profitables et sont plus faciles à supporter et se transforment donc plus facilement en périodes où ça va bien. Encore une fois, c'est un sujet qui est vivant pour moi. Je n'aborde que des sujets qui, à un moment donné, sont vivants pour moi. Et pour moi, en ce moment, c'est une période où ça va pas bien, où c'est vraiment pas confortable. C'est tellement pas une chouette période. Enfin si, c'est une chouette période, mais pas facile à vivre. Gros challenge pour moi. Vous le voyez d'ailleurs peut-être à mon visage. J'ai les traits un peu tirés, fatigués, et j'ai un petit peu de mal à sourire. Les ressources sont là pour, mais pas facile à contacter. Mais oui, parce que dans la vie, c'est ça, c'est pas ça va toujours bien tout le temps. Il y a des périodes où ça va pas bien. Et c'est ok. D'ailleurs, si vous me dites que dans votre vie, tout va bien tout le temps, je vous croirai pas. Je ne vous croirai tellement pas. Soit vous vous mentez à vous-même, soit vous avez oublié qu'il y avait des moments où ça allait pas, soit vous vous êtes fait une telle carapace pour vous protéger de ce qui ne va pas dans votre vie, de ce que vous considérez ne pas aller dans votre vie, que vous êtes complètement insensibilisé, que vous ne vous rendez même plus compte que ça ne va pas. Mais bon, les carapaces, ça tient un temps, et à un moment ça se fissure, et à un moment ça explose. Et là, ça va pas. Bref, il y a toujours des moments dans nos vies pour lesquels ça va pas. Et c'est ok. C'est ok à plusieurs titres. C'est ok, d'abord parce que c'est comme ça, et qu'il n'y a aucune faiblesse, aucun mal à ne pas aller bien tout le temps. Alors, ouais, je sais que dans une vision un petit peu hyper productiviste, avec le culte de la personne qui va toujours bien, qui surmonte les défis les uns après les autres en gardant le sourire, dire que l'on va pas bien, qu'on est dans un moment de faiblesse, c'est souvent mal vu. Soit on vous prend en pitié, et on vous donne plein de conseils. Ah, mais t'inquiète pas, après ça ira mieux. T'inquiète pas, c'est un moment difficile. T'es capable de surmonter ça. Alors que dans ces moments-là, en fait, on n'a pas envie d'entendre ça. On a juste envie d'être soutenu. On a juste envie d'être écouté, là où on en est. Sans jugement. Juste être écouté. Que notre souffrance soit entendue. C'est hyper important qu'elle soit entendue. Donc à ce titre-là, ne pas aller bien, c'est parfaitement ok. Et ceux qui prétendent aller bien tout le temps, peut-être que leur souffrance, elle, va s'exprimer autrement. Par de la colère, par exemple. Et dans le jugement sociétal, être abattu, déprimé, c'est jugé un petit peu négativement. Et être en colère, est-ce que c'est jugé négativement? Est-ce que c'est ok, quelqu'un qui prétend aller bien et qui passe ses ressentis, ses difficultés dans la colère? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est 2 expressions différentes d'un même truc qui est vécu à l'intérieur. Un truc avec lequel on n'est pas ok. Quelque chose qui n'est pas confortable pour nous. Quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite se faire vivre. Donc déprime ou colère, 2 expressions de quelque chose avec lequel on n'est pas ok. Un besoin qui n'est pas nourri. Ou un traumatisme qui n'est pas guéri. Et une situation, à un moment donné, qui vient faire résonner ce traumatisme pas guéri, ou qui met en exergue ce besoin pas nourri. Alors je vais pas revenir sur ces 2 sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos,
Et je vous invite à aller consulter ces vidéos si ça vous intéresse. L'autre point qui fait que c'est ok de pas aller bien, c'est que c'est enseignant. C'est toujours dans les moments où l'on ne va pas bien que l'on apprend le plus. C'est évidemment pas quand on est installé dans notre canapé à regarder une love story à la télé. C'est pas là qu'on apprend le plus. En revanche, quand ça challenge, quand ça pousse, quand ça frotte, quand c'est pas facile, ouais, là on est obligé de se remettre en question. On est obligé d'être créatif. On est obligé aussi de se mettre en mouvement, en action, pour changer quelque chose dans notre façon de voir les choses, ou dans notre façon de faire, ou dans ce que l'on est en train de vivre, pour vivre autre chose, ou voir les choses différemment, ou vivre différemment une situation. Donc à ces deux titres, c'est parfaitement ok de ne pas aller bien. C'est même plutôt chouette. Mais quand on y est, c'est pas si chouette que ça. On a beau garder à l'esprit que, ouais, c'est pas pour toujours, ça va passer. On a beau avoir à l'esprit que de cette situation, on va grandir et on va apprendre quelque chose. C'est quand même pas facile. Ouais, on apprend toujours quelque chose des situations difficiles. Regardez les plus gros challenges, les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées, les plus grandes peurs que vous avez affrontées, les plus grandes tristesses que vous avez vécues, les situations les plus merdiques que vous avez connues. Regardez, elles ont toujours été là pour votre bien. Elles vous ont toujours permis de grandir. Elles vous ont toujours permis d'en sortir plus grand, plus fort, mieux adapté à vivre la vie que vous souhaitez vous faire vivre. Ça, c'est un constat que j'ai fait il y a très longtemps et auquel on peut se raccrocher un petit peu. Dire que, ok, là, ça tangue beaucoup, c'est très très difficile, mais je suis en train d'apprendre un truc. Et du coup, on peut plonger dedans pour apprendre la leçon le plus vite possible et qu'elle soit la plus profitable possible. Parce que dès que la leçon est apprise, ça va mieux. Mais c'est pas vraiment ça, les deux remèdes dont je veux vous parler. Ces deux remèdes sont la confiance et le centrage. Commençons par la confiance. La confiance, la foi. Ouais. Dans les moments où ça va pas, au-delà de la confiance en le fait que ça va pas durer et que ça nous apprend quelque chose et que c'est donc pour notre bien, il y a un truc qui marche toujours, qui est la foi. Et la foi en ce que vous voulez. Pour ça que je dis confiance ou foi. Un ce que vous voulez qui vous dépasse, qui nous dépasse. Quelque chose de plus grand que nous. Confiance en la vie, par exemple. Ou confiance en soi, confiance en ses propres ressources. Confiance dans le fait qu'on arrivera à s'en sortir, parce qu'on s'en est toujours sorti. Alors ouais, je suis bien d'accord. Quand on est au fond du trou, cette confiance-là, elle est tellement dure à contacter. C'est tellement difficile. Elle est pas là. On peut se le répéter intellectuellement, ça suffit pas. Parce que intellectuellement, en fait, ça suffit pas. Il faut vraiment s'établir dans cette foi, dans cette confiance. Ça parle de vraiment lâcher prise, s'abandonner. Avoir l'intime conviction que la vie, qui est tellement plus grande que nous, ne nous a jamais laissé tomber, ne nous laissera pas tomber. Et du coup, peut-être regarder là où on a du soutien. Une personne, un ami, un proche, un inconnu, un sourire, un tout petit truc qui est chouette dans la journée. Et s'accrocher à ça. Voir dans cette manifestation le soutien de la vie. Mais la foi, effectivement, dans ces moments-là, elle n'est pas facile à garder, à avoir. Et c'est une façon, pour elle, pour le plus grand que nous, mais vraiment en fait pour nous-mêmes, de nous mettre à l'épreuve. À l'épreuve, c'est-à-dire de nous pousser à grandir, encore une fois. Et de voir si, même dans les moments difficiles, nous sommes capables de garder cette confiance en nous et en plus grand que nous. Et le plus grand que nous étant comme
je ne me lasse jamais de le répéter, nous-mêmes. Nous sommes une partie du tout, et donc nous sommes le tout. Nous sommes à la fois ce petit quelque chose qui existe, et à la fois ce grand quelque chose qui a créé le petit quelque chose qui existe. Et c'est en ça que nous devons garder la foi. La foi que nous sommes plus grands que ce que nous croyons être. Nous avons plus de ressources que celles que nous croyons avoir à un moment donné. Nous ne sommes pas seuls. Au sens, nous sommes une partie du tout et nous sommes reliés au tout, en permanence. Et avoir la foi, c'est cultiver aussi ce lien au tout. Remettre de la conscience de l'existence de ce lien, de notre appartenance à quelque chose de plus grand. Du fait qu'en tant qu'incarnation, en tant que créature, nous pouvons être isolés, nous pouvons être seuls, mais en tant que partie, en tant que créateur, en tant que partie du tout, alors nous ne sommes jamais seuls. D'ailleurs, nous ne sommes jamais seuls quand nous avons la foi. La foi en nous-mêmes, en la vie, en plus grand que nous. Et c'est pas qu'un concept intellectuel, c'est vraiment un truc que l'on peut ressentir, que l'on ressent. Et pour ça, ça amène juste, d'une part, une acceptation intellectuelle, et d'autre part, prendre un petit temps pour aller chercher ce contact. Ce matin, avant de faire la vidéo, comme tous les matins, petite méditation, et lors de cette méditation, j'ai contacté cette foi, cette confiance. Je suis allé la chercher, en m'abandonnant, en me concentrant sur un objet précis. Là, en l'occurrence, j'ai respiré, c'est une méditation zazen, et juste en me concentrant sur la respiration et en laissant faire, la foi s'est manifestée par un ressenti, un apaisement dans le corps, dans les émotions et dans le mental. Garder la foi, c'est ça, c'est pas se dire qu'on a la foi intellectuellement, c'est vraiment aller la contacter au travers nous, aller contacter ce qui est au-delà de nous, au travers nous. C'est par le corps, les émotions et le mental que nous pouvons contacter le plus grand que nous. Mais par le corps, ça passe par le corps. Les émotions et le mental aussi. Là, dans ce que je vous disais, la méditation zazen, le mental se concentre sur la respiration, donc sur le corps, et le souffle qui va et qui vient, met en mouvement les émotions, il les empêche de stagner. Donc c'est en contactant ces trois éléments, corps, émotion et mental, en les vivant, que a pu se manifester le lien à plus grand que moi, à ma sagesse intérieure, à mon moi supérieur, à la part de divin en moi, à la vie, à l'univers. C'est donc un procédé réellement physique, dans la matière, qui permet de se relier à quelque chose d'immatériel. Si vous vous contentez de vous dire « j'ai la foi », et vous avez déjà dû constater, ça marche pas. Et il ne s'agit pas d'avoir la foi en un Dieu quelconque ou être dans une forme de croyance. C'est pas vraiment de ça dont je parle. Je parle là de quelque chose de pratico-pratique qui est une confiance en la vie, en plus grand que nous, qui va vraiment se manifester dans le corps, les émotions et le mental, notamment par un apaisement. Apaisement des émotions, du mental, et un corps tranquille. Et ça se fait en méditant. Dans les religions, ça se fait en priant, par exemple, ou par des cérémonies, et ça peut se faire aussi en méditant. Voilà le premier remède. Garder la foi, et aller contacter la foi dans le corps, les émotions et le mental, quand ça va pas. Et pour l'affermir, si vous êtes régulier dans la pratique, ça sera encore plus efficace. Parce que comme pour toute chose que l'on veut approfondir et que l'on veut vraiment vivre pleinement en soi, pour laquelle on veut avoir des réflexes, des habitudes, une connaissance, qu'elle soit intellectuelle ou corporelle, il faut de la discipline, de la pratique, de la régularité.
On sera jamais bon au tennis si on joue pas au tennis régulièrement. On sera jamais bon au tennis si on ne s'entraîne pas. On n'aura jamais des automatismes au tennis si on n'a pas travaillé le geste à la base de l'automatisme. Et là, c'est pareil. Si vous souhaitez que la foi soit toujours présente en vous, la confiance, alors il faut travailler ça un petit peu tous les jours pour que lorsque les moments difficiles arrivent, c'est-à-dire comme au tennis, quand il y a une balle impossible à rattraper qui arrive au taquet sur vous, hop, le corps et le mental savent exactement quoi faire pour rattraper la balle. Et là, c'est pareil. Quand une période difficile arrive, parce que vous êtes entraîné à cultiver la foi en vous, dans le corps, le mental et les émotions, alors, corps, mental et émotions ont le réflexe de se connecter à la foi, au plus grand que vous, à ce qui va permettre de vivre cette période où ça va pas du tout, un peu mieux, moins pire, de façon plus profitable, peut-être aussi pendant moins longtemps, et d'en sortir grandi et apaisé. Voilà pour ce premier remède. Et il passe par méditer. Deuxième remède, qui est une approche un petit peu différente, mais qui finalement va dire la même chose, quelque part. Se centrer. Ouais. Quand ça va pas, que ce soit un petit problème ou un gros problème, un truc qui nous tombe sur le pif, un truc qu'on doit gérer tout de suite, ou que ça soit de la déprime sur le plus long terme, voire de la dépression, se centrer va nous aider non seulement à traverser le moment difficile, mais aussi à en sortir. Ouais, parce que quand ça va pas, on est submergé. Soit le corps est submergé, soit les émotions, soit le mental sont submergés. C'est-à-dire qu'on n'a pas la solution tout de suite au problème auquel on doit faire face. Que ce soit un problème physique, genre maladie, accident, un problème émotionnel ou un problème intellectuel. Et on est débordé, on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est une belle invitation à nous faire aider. Alors évidemment, à nous faire aider si on a un bras cassé par un médecin ou un chirurgien compétent, mais aussi à nous faire aider par le plus grand que nous, par le tout, ce tout dont nous sommes une partie. À nous faire aider aussi par toutes les ressources dont nous pouvons disposer, que nous pouvons contacter. Tout ce qui est présent en nous et autour de nous, et qui peut être soutenant à partir du moment où nous le convoquons. Si ça vous parle pas ce que je suis en train de vous dire, je vous invite vraiment à essayer. Parce qu'au-delà de l'explication intellectuelle qui est un petit peu hasardeuse, c'est un truc qu'on vit en soi. Et si vous essayez, juste sans a priori, en vous disant que vous n'avez rien à perdre, alors vous le contacterez et vous le vivrez en vous. Et ça sera la meilleure façon, de le comprendre, la meilleure explication qui puisse être sur ce que cela permet, sur les bénéfices que ça engendre et sur comment ça permet de vivre un moment difficile différemment et de trouver des solutions rapidement, d'en sortir sans s'enfoncer dans un truc dont on n'arrive pas à se sortir. Se centrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand on nous dit « centre-toi », si on nous a pas expliqué de quoi ça parle, c'est un petit peu vague comme concept, c'est abstrait. Se centrer, est-ce que c'est se concentrer ? Ah non, c'est pas le même mot. Ça parle un petit peu de ça, mais se centrer, c'est réellement venir se placer en son centre. Ok, et il est où notre centre ? Il est en nous. Mais où en nous ? Comment on s'y place ? Est-ce que ça part d'une intention ? Est-ce que il faut se mettre en boule ? Comment ? Notre centre énergétique, il est un petit peu en dessous du nombril. C'est aussi pas loin du centre de gravité du corps. Et se centrer,
c'est réellement venir se placer dans ce centre de gravité, ce centre énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, venir s'y placer? Ça veut dire d'une part avoir l'intention de le faire, donc une intention intellectuelle, et d'autre part le faire dans la matière. Ouais, dans la matière. C'est-à-dire ramener, concentrer notre énergie dans le centre énergétique, légèrement en dessous du nombril, et ramener le poids du corps dans notre centre de gravité, c'est-à-dire légèrement en dessous du nombril, dans le bassin. Ouais, c'est ça, se centrer. Ces trois aspects-là. Poser l'intention de le faire, de façon à ramener les énergies au centre, sous le nombril, et respirer de façon à ramener notre centre de gravité dans le bassin. Pour ce dernier point, je l'ai déjà évoqué, souvent notre centre de gravité est déplacé en haut parce qu'on a les épaules bloquées, parce qu'on a le souffle bloqué vers le haut. Et il y a une technique pour descendre la respiration et donc ramener le centre de gravité là où il doit être, ce qui permet réellement de se centrer. Poser l'intention, c'est simple, c'est se dire « je me centre », parfois les yeux fermés, ça se fait plus facilement, et reconcentrer ses énergies dans le centre. Eh bien, dans un premier temps, la technique de la respiration qui permet de ramener le poids dans le bassin va permettre aussi, lorsque nous la conjuguons à l'intention, de ramener, de réactiver les énergies dans notre centre énergétique. Donc se centrer, c'est réellement quelque chose de physique. Il y a une intention immatérielle, il y a de l'énergie immatérielle et il y a un centrage physique en ramenant le centre de gravité, donc en ramenant quelque part la densité, la masse dans le bassin. Et comment fait-on ça? Facile, on médite. Alors on médite avec une technique de respiration un petit peu particulière. On va faire dans quelques instants une méditation qui contient la technique de centrage et qui par là même permet aussi de recontacter la foi. Vachement bien, 2 en 1. Parce qu'il s'agit vraiment que d'une technique de respiration et de concentration. Une respiration qui va consister simplement à laisser le souffle venir dans le centre de gravité. Et sur le chemin, à débloquer tout ce qui est bloqué en haut du corps, les épaules, le sternum, pour que ça redescende dans le bassin, pour que les énergies puissent circuler et que la densité des masses dans le corps puisse revenir dans le bassin. Dans cette petite méditation que nous allons faire, petite parce que rapide, on va aller directement au but. Peut-être que ça ne vous semblera pas complètement évident, peut-être que vous percevrez pas tout de suite le centrage dans le bassin. Et c'est normal. Et peut-être même qu'en répétant la méditation, ça viendra pas tout de suite. Il faut un tout petit peu de pratique, parfois. Chez certains, ça vient tout de suite. En tout cas, on perçoit tout de suite le centrage, mais pour qu'il soit bien ferme, bien plein, et qu'on puisse le lier à la confiance, à contacter la foi en soi, il faut un petit peu de pratique. Donc c'est pas avec les 5 minutes de méditation qu'on va faire ensemble que vous pourrez percevoir l'intégralité des bénéfices du remède. Mais vous entreverrez probablement ce que cela permet. Et je vous invite évidemment à pratiquer régulièrement cette méditation de façon à pouvoir vous centrer de plus en plus efficacement. Et ensuite, une fois que vous aurez pris cette habitude, se centrer, ça se fait vraiment en 3 respirations. Dans une situation qui est vraiment merdique, ou c'est challengeant, où ça secoue dans tous les sens, où vous venez de vous prendre un gros pavé dans la figure, vraiment, 3 respirations, et ça permettra de se centrer et de vivre les choses très différemment. Et d'avoir du recul pour être plus lucide, clairvoyant et prendre les bonnes décisions. Vous mettre en mouvement et vous sortir du mauvais pas, ou de la tristesse, ou de la colère que vous êtes en train de vivre. Et pour aller plus loin,
Si vous voulez vraiment approfondir cette technique, je vous invite à suivre le programme Respiration sur le site enmoncentre.fr. Parce que c'est un programme que j'ai construit pour ramener à cette technique de centrage de façon progressive. Et donc on explore différentes techniques de respiration dans ce programme, de façon à débloquer toutes les zones qui peuvent être bloquées et qui nous empêcheraient d'avoir un centrage rapide et efficace. Et les 2 dernières méditations techniques de ce programme amènent le process complet de respiration qui permet le centrage. Il y a vraiment un cheminement pour y arriver, qu'on fait en plusieurs étapes, et qui conduit à ce process final que l'on va esquisser lors de la petite méditation que je vous invite à faire maintenant. Donc ce programme est disponible sur le site enmoncentre.fr. Vous allez à l'onglet « Essayer », vous choisissez le package « Respirer » et là vous pouvez même essayer une des méditations gratuitement pour voir si ça vous convient, si ça correspond à vos besoins. Mais je doute pas que ça corresponde à vos besoins. C'est fait pour. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement. Là, c'est assez impératif d'avoir le dos droit et d'être assis. C'est aussi une méditation que vous pouvez faire debout, les jambes écartées presque 1 mètre ou 70 cm. Ça aide bien à ressentir le centrage dans le corps. Comme ça dure que 5 minutes, vous pouvez le faire. En tout cas, quand je le fais en présentiel, les premières fois, je fais faire cette méditation debout. Ça aide vraiment à sentir le centrage dans le corps, dans le bassin. Mais vous pouvez aussi le faire assis, ça marche bien. Le dos droit, dégagé du dossier de la chaise si vous êtes sur une chaise. Et si vous êtes assis au sol, sur un coussin, de façon à pouvoir avoir le dos droit. Un dernier petit truc avant de faire la méditation. Dans la méditation, on va parler de détendre les épaules, ok, ça vous savez de quoi il s'agit. Et on va parler de détendre le sternum. Le sternum, il est là, au niveau, au creux de la poitrine. Détendre le sternum, c'est un os un petit peu rectangulaire qui fait la jonction entre les côtes. Et le sternum, en fait, on croit qu'il est rigide, mais il peut bouger comme ça, il peut bouger comme ça, parce que les côtes bougent autour, d'avant en arrière, on peut lui faire des ronds dans un sens, dans l'autre, on peut le faire aller en diagonale. C'est un autre exercice dont je vous parlerai peut-être une autre fois. En tout cas, dans cette méditation, je vais vous demander de poser l'intention de laisser le sternum se détendre. Donc en gros, de le laisser, sur l'expire, légèrement descendre. Expire. Et dernier petit point pour cette technique, je vais vous demander de poser l'intention de laisser le diaphragme descendre à l'inspire. Le diaphragme qui se trouve sous les côtes, un espèce de muscle en coupole comme ça, qui à l'inspire descend, hop là, pour laisser la place aux poumons ici qui sont au-dessus de se remplir d'air, et à l'expire remonte. Quand on respire en haut, quand on a la respiration bloquée, en fait, on a souvent tendance à faire l'inverse. À l'inspire, le diaphragme descend quasiment pas, même parfois il a tendance à remonter. Et ça bloque, ça empêche les poumons de gonfler complètement. Donc dans cette technique de méditation, je vais aussi, à un moment, vous demander de poser l'intention, de laisser le diaphragme descendre à l'inspire. Il n'y a rien d'autre à faire que poser l'intention. C'est-à-dire se dire en soi, je laisse le diaphragme descendre à l'inspire. Je laisse le diaphragme descendre à l'inspire. Il sait faire. Lui, il sait faire. À partir du moment où on lui demande de le faire et où on le laisse faire, alors il travaillera correctement. Voilà pour ces 3 petites précisions. Je vous invite donc à fermer les yeux.
à prendre contact avec la respiration et à poser l'intention de laisser le diaphragme descendre à l'inspire. Portons notre attention sur les flancs, entre les côtes et les hanches. Et observons comment les flancs s'évasent à l'inspire. Et maintenant, posons l'intention sur chaque expire de laisser les épaules se détendre. Simplement en posant cette intention en nous, en prononçant en nous la phrase « À l'expire, les épaules se détendent ». Le diaphragme descend à l'inspire et à l'expire, les épaules se détendent. Puis nous posons une autre intention, toujours à l'expire, celle de laisser le sternum se détendre. D'abord, les épaules se détendent sur l'expire, puis le sternum se détend. Et je vous invite ensuite à poser une dernière intention, toujours sur l'expire, celle de laisser le poids descendre dans le bassin. À l'expire, les épaules se détendent, le sternum se détend et le poids descend dans le bassin. Et nous observons à chaque expire le bassin qui s'alourdit.
Je vous invite à votre rythme, par des petits mouvements, des étirements, ce que le corps appelle à faire, à sortir de l'état méditatif. Trop bien, non? Mais j'aime beaucoup celle-là. Voilà comment, en quelques minutes, on peut se centrer réellement. Par cette technique, nous avons centré le poids du corps dans le bassin. Les énergies ont suivi ce mouvement et le mental s'est centré aussi. Il s'est apaisé. Il a cessé de divaguer et de vivre la peur ou l'agitation. Cette technique, évidemment, peut être approfondie non seulement par la respiration. Donc pour ça, je vous invite à aller suivre les programmes de respiration que je propose sur le site enmoncentre.fr. Et elle peut aussi être approfondie par une technique énergétique, une concentration qui va, elle aussi, densifier le niveau d'énergie au niveau du centre énergétique sous le nombril. Peut-être quelque chose que je vous proposerai dans une prochaine vidéo. C'est quelque chose que je fais régulièrement lors des ateliers de méditation que je donne chaque semaine ici, et lors des stages de méditation que j'anime. Et par cette technique, nous avons aussi pu recontacter la foi, recontacter la partie divine en nous, notre moi supérieur, notre sagesse intérieure, simplement en lui laissant la place de se manifester en nous, de s'installer en nous. Voilà pour les 2 remèdes que je voulais vous partager. Remèdes pour traverser les moments difficiles ou très difficiles. Et je redis, je précise que il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas meilleur remède que ces 2 remèdes. Parce que quand ça va pas, c'est toujours qu'on est déconnecté d'avec le vivant, d'avec le réel, donc d'avec nous-mêmes. La souffrance, c'est une perte de contact. La souffrance émotionnelle, c'est une perte de contact avec l'autre. La souffrance psychique, c'est une perte de contact avec le réel. La souffrance corporelle, la maladie, c'est aussi une perte de contact. Et la souffrance spirituelle, c'est une perte de contact avec notre sagesse intérieure. Il n'y a que le centrage et la foi qui permettent de renouer le contact dans ces 4 dimensions. On ne peut pas en faire l'économie. Et si vous croyez que des médicaments ou autres travaillent mieux que notre capacité naturelle à nous centrer et notre aptitude naturelle à avoir la foi, alors je vous invite quand même à essayer de vous centrer et de vous connecter à votre foi pour voir si les médicaments sont réellement plus efficaces. Et c'est comme ça. Nous ne sommes pas limités à la matière. Nous sommes avant tout des êtres immatériels. Nous ne sommes pas limités au corps, au mental, aux émotions, qui sont notre incarnation. Nous sommes des êtres immatériels et immortels. Si nous négligeons cet aspect-là des choses, alors nous perdons le contact, nous sommes déconnectés avec notre vraie nature. Et forcément, ça va pas. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!